Donc voilà, proposer qu'on commence pour un temps de conférence qu'on a intitulé « Tout ce que nous fait le jeu ». Alors ce que je vous propose, parce que voilà, quand on attaque une conférence, comme on attaque un raisonnement, comme si on attaquait, je sais pas, un dossier, quelque chose, c'est de commencer pourquoi pas par un constat. Et le premier constat que je fais là tout de suite, dans cette conférence qu'on va partager, c'est que vous êtes ici, assis sur des fauteuils qui ont l'air plutôt sympathiques, moyennement sympathiques. Et que voilà, moi je suis là, sur scène, que j'ai malgré tout un canapé qui lui a l'air tout à fait confortable, je l'ai essayé tout à l'heure, il est plutôt bien. Mais que malgré tout, j'ai quand même une petite tendance à trouver que votre place, là tout de suite, est un tout petit peu plus confortable que la mienne, qui suis là ici et qui vais parler devant vous. Et du coup voilà, donc je pars de ce constat-là, et si j'essaye de me demander pourquoi cette chose-là, parce qu'on peut quand même imaginer qu'on ne se retrouve pas comme ça sur scène au programme du festival complètement par hasard, ou alors le hasard il serait vraiment un peu salaud avec moi. Enfin notez que ça lui arrive, ça lui arrive assez régulièrement même. Mais voilà, bref, ce soir je vais lui faire grâce et on va partir du principe que c'est pas par hasard que je suis là ce soir. Donc une des raisons qui peut être bonne, c'est que je suis ludothécaire et président de l'association nationale des ludothèques. Et que cette association, cette semaine, elle organisait, elle partenait, on a un accord avec le festival qui nous accueillait pour nos universités d'été. Donc un endroit où les ludothécaires de France et de Navarre se retrouvent pour discuter et travailler sur des tas de sujets. Et qu'en échange de cet accueil, nous proposons un temps d'animation, une conférence ou quelque chose ou quoi. Et du coup, voilà, il y a cette conférence qui a lieu ce soir sur ce que nous fait le jeu. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les équipes du festival de nous accueillir. On a été très bien accueillis cette semaine, très bien accueillis ici. Même si je ne serais pas contre qu'on négocie un peu cette histoire de deal de conférence, mais tout le reste, c'était vraiment très très bien. La deuxième raison pour laquelle je suis là, c'est qu'un jour j'ai dû dire un truc, du style, bon écoutez, je suis désolé, moi cette année j'ai déménagé, j'ai un nouveau boulot, j'ai déjà des commissions par-dessus la tête pour l'université, je suis désolé, je passe. Par contre, s'il y a besoin d'un coup de main pour autre chose, pour la conf, je ne sais pas, moi je suis là, pas de souci, je viendrai donner un coup de main. En langage associatif, ça veut dire, je vous plante lâchement, mais pour le reste, je m'occupe de tout. D'accord. Et un deuxième truc qui va avec ça, c'est qu'un jour, au détour d'un conseil d'administration en Alsace, conseil d'administration en Alsace, on vous rappelle qu'on compte bien sur vous, qu'on n'est plus tout à fait sûr qu'on vous l'avait bien redit, mais on compte bien sur vous. Ça, c'est vraiment l'élément important à retenir. Et qu'il faudra envoyer assez rapidement une idée de thème pour le flip, pour la plaquette, avec un petit texte, un titre, enfin quelque chose d'un peu sympa. Et que tout ça, ça aurait dû partir hier. Donc, il faudrait même le produire dans l'idéal assez vite. Alors là, normalement, on fait un truc normal associatif. Un truc normal associatif, c'est de dire, ok, on fait quoi, qu'est-ce que vous proposez, enfin, quelqu'un a une idée, on se fait un brainstorming, on prend une demi-heure, etc., etc. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, il y a un truc qui lâche, mais qui lâche complet. Vous imaginez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces pubs où il y a tous les gens du dedans de votre tête qui débattent. Il y a la prudence qui s'engueule avec « je suis pas sûr », il y a Bille en tête qui parle avec... Enfin voilà, il y a tout le monde qui débat là-dedans pour savoir qui c'est qui va emporter le morceau. Et là, celui qui emporte le morceau dans ma tête ce jour-là, ce matin-là, il s'appelle le goût du défi. Et le goût du défi, il dit un truc assez fou. Il profite que tous les autres sont à moitié rôtis, à moitié endormis. Il dit « écoutez, il y a un truc qui serait génial ». Pour renouveler les formes des conférences qu'on fait, on fait un peu les mêmes trucs. Moi, en plus, je me fais souvent charrier parce que je fais des trucs un peu professoral, tout ça, c'est un peu... Et du coup, je dis, on pourrait faire une conférence gesticulée. Vous savez, cette espèce de truc que font Franck Lepage, les scopes d'éducation populaire. C'est vachement plus vivant. Et le concept, c'est un concept où on mélange du savoir froid, donc du savoir universitaire. On pourrait parler là de ce qu'on a fait pendant les universités des ludothèques. On pourrait parler des livres qui ont été écrits sur les ludothèques, de tout notre travail et tout ça. Et on mélange tout ça avec, en quelque sorte, des histoires de vie, des récits de vie, des moments qu'on a vraiment vécus et comment notre parcours, tout ça, ça s'articule ensemble. Le goût du défi, il aurait pu s'arrêter là, je veux dire, mais il a profité que les deux qui gèrent, une le stress, une le surmenage, elles étaient encore en train de roupiller.
Et là, il a balancé en plus, ça serait super bien, ça personnaliserait, ça donnerait une image sensible de notre travail, ça serait... Enfin, voilà, ça... Et puis il n'a pas arrêté, il a fait au moins 10 minutes, il a fait... Et il était parti. Je sais pas. Peut-être la choucroute, la veille qui n'est pas passée. Un truc lié à l'effervescence d'un CA de 3 jours, la grosse enflammade, enfin, il y a un truc qui a complètement déconné. Enfin, voilà. Donc, il me semble à un moment même, d'ailleurs, il avait dit un truc marrant, il avait dit « Ça serait super chouette si on était plusieurs sur scène. Ça permettrait de croiser les histoires, mais il a dû le dire à la fin, ça. Ça passe souvent vachement moins bien, les infos à la fin. Donc voilà. Alors, je ne sais pas d'où c'est venu. Je ne sais pas si c'est... Voilà, j'avais trié mon matériel de théâtre en revenant faisant mon déménagement, tout ça. Il y a peut-être... J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Et en même temps, le goût du défi, c'est pas tout à fait la première fois qu'il me fait le coup. Hein, il m'a déjà eu 2-3 fois comme ça, en balance un truc, vas-y, on y va. Et puis derrière, tu comptes sur la capacité d'adaptation et l'énergie du désespoir pour t'en sortir. Donc voilà. Donc voilà, et puis quelque part, voilà, hein, après tout, c'est lui qui a dit ça, hein, il n'a plus qu'à l'assumer, donc maintenant, on va l'assumer bien gentiment. Petit élément de contexte, de temps en temps, j'utiliserai le « nous ». Donc le « nous », des fois, ça voudra dire les gens avec qui j'étais quand je raconte certaines histoires, ça voudra dire l'ALF, ça voudra dire des tas de choses. Puis il y a des fois, je m'autoriserai, alors je dis ça pour les ludothécaires pointilleux qui sont dans la salle, hein, des fois, j'utiliserai le « je », hein, pour me permettre de dire des choses que j'ai plus envie de dire moi, qui ne sont pas forcément des choses validées par tout le monde, autorisées, tout ça, poli de bureau. Donc je vais m'autoriser ça. Alors, c'est pas du tout pour m'approprier les choses, hein. Tout ce que je vais dire, c'est des choses que j'ai partagées avec d'autres, que d'autres m'ont transmis. Enfin, il n'y a rien du tout, j'ai pas inventé ni la pluie ni la lune. Mais voilà. Et la deuxième chose, comme le 15 mai, c'était il n'y a pas longtemps, j'ai pas encore eu le temps de l'apprendre complètement par cœur. Donc j'ai encore mon petit pote là, qui est avec moi, qui me donne un coup de main en cas de, voilà, une espèce de pense-bête de 40 pages, et que je garde à côté de moi pour si j'ai besoin d'un petit coup de patte. Alors quand j'ai commencé à me demander par quel bout j'allais prendre tout ça, là je me suis un tout petit chouïa maudit. Je me suis maudit à chaque fois que je l'ai réécrit. Je me suis maudit quand j'ai changé de sens parce que c'était pas le bon sens. Et puis finalement je me suis dit, je suis ludothécaire, on l'a vendu comme le ludothécaire, l'association des ludothécaires, je peux éventuellement attraper en premier le fil ludothécaire. Puis essayer de dire, voilà, pourquoi je suis le fil ludothécaire, pourquoi je tire sur le fil ludothécaire avec de plus en plus d'énergie depuis des années, et pourquoi ce fil-là m'intéresse. Alors je vais commencer par cet angle-là, et en plus ça sera un angle bien pratique, parce que comme je ne suis pas un très coutumier de l'exercice, il me permettra après de mettre un petit arbre avec plein de branches derrière moi, et je pourrai m'accrocher à ces branches-là quand j'en aurai besoin après. Donc je vais partir là-dessus, donner quelques éléments de contexte, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Donc le thème, on l'a choisi ensemble. Hein, ensemble, c'est le conseil d'administration de l'ALF. L'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit en lien, à la fois avec l'université d'été, le temps qu'on avait vécu là, les 4 jours précédents, et à la fois qui puisse parler au public du festival. Et cette année, on travaillait sur les effets induits. Alors les effets induits, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Moi, je le vois même comme une espèce de chaînon manquant pour parler du jeu pour les ludothécaires, mais aussi du jeu en général. L'idée, elle n'est pas très compliquée à comprendre. L'idée des effets induits, c'est de dire que quand on joue, à chaque fois qu'on se met en jeu, quel que soit le type de jeu qu'on fait, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Alors, il y a des choses qui vont vous paraître assez évidentes. Hein. Je veux dire, on fait un jeu mathématique, il y a la capacité mathématique, il y a des jeux qui demandent de l'adresse et du mouvement, et il y a des jeux qui vont solliciter des tas de choses, mais aussi les émotions, mais aussi l'imaginaire, si on parle des jeux des enfants, où on s'invente et on se raconte des histoires. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se mettent en mouvement à l'intérieur de nous, à la fois d'un point de vue psychique, d'un point de vue social, d'un point de vue émotif, d'un point de vue à plein de niveaux. Et ça peut avoir un enjeu, et même un enjeu qui est assez fort, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de professionnels de toute nature qui utilisent le jeu. Et on fait plein de choses avec le jeu. On éduque avec le jeu, on vend avec le jeu, on compétitionne avec le jeu, on évalue, aujourd'hui on manage même avec le jeu. Il y a des entreprises où on a des jeux pour voir qui c'est qui est le plus productif du groupe, et celui qui est le plus productif, elle a un billet en plus. Et on fait vraiment beaucoup de choses.
Les commerçants vous vendent des tas de choses avec le jeu. Jeu éducatif, jeu ci, jeu ça, avec votre jeu-là, ce jeu-là, votre enfant sera vraisemblablement le prochain Einstein ou je sais pas quoi. Enfin, il y a des tas de slogans, il y en a un peu partout. Hein, baladez-vous dans un Toys R Us, je sais pas où, vous allez voir, il y en a. C'est un peu légion. Et ce qu'on s'est dit, nous, dans tout ça, quand je préparais ça, c'est que le jeu, on le met surtout un petit peu à toutes les sauces. Le jeu, ça veut un petit peu tout et un petit peu rien dire. Et dans le langage usuel, derrière jeu, entre le jeu que j'ai dans mon boulon, le jeu que, je sais pas, les jeux de l'amour et du hasard, les jeux de main, jeux de vilain, paraît-il, enfin tous les jeux qu'on peut traîner un peu partout, il y a plein de moments où on utilise le jeu. Et là, ce qu'on voudrait, c'est parler du jeu au sens joué. Du jeu au sens joué et d'essayer de voir comment on peut, un petit peu par rapport à ce jeu au sens joué. Et du coup, voilà, je voulais prendre un petit moment pour essayer de vous proposer une définition du jeu. Alors là, on voit le côté, genre, ça y est, le goût du défi, il est parti. Hein, c'est un peu l'intello pédant qui vient d'arriver. Et il va nous parler de son idée du jeu, une espèce de truc un peu de vieux gaucho qui défend son... C'est un peu vrai, hein, c'est un peu vrai, mais en même temps, il y a des idées un peu derrière tout ça. Et si on défend une vision du jeu, c'est pas tout à fait pour rien. Et je proposerai 2-3 réflexions là-dessus, en expliquant comment je suis passé par rapport à toi, comment je suis arrivé à tout ça. Donc juste pour donner une idée, hein, la définition, c'est pas les ludothécaires un jour qui se sont éclatés à 4 et qui ont dit « ouais, on va prendre une définition, elle sera géniale ». Hein, on s'est quand même emparé d'un certain nombre de choses. Je pourrais en citer quelques-uns. Parmi les plus connus, à peu près contemporains, il y a un certain Johan Huizinga, qui était un historien culturel hollandais du début du siècle dernier. On pourrait citer aussi, dans les gens qui ont repris ses travaux et qui ont enchaîné, un certain Roger Caillois, qui était à la fois sociologue, à la fois critique littéraire, et qui s'est intéressé à ces questions-là aussi. De manière plus contemporaine, Gilles Brougère, qui travaille encore aujourd'hui comme professeur de sciences de l'éducation à Paris 13. Et puis j'aurais pu remonter plus loin, j'aurais pu en citer davantage, c'est juste histoire de dire qu'il y a des gens de plein de disciplines, de la psychologie, de la sociologie, de l'histoire culturelle, de tout un tas de milieux, qui se sont intéressés à cette question du jeu et qui ont essayé de définir ou de poser un cadre sur le jeu. Alors nous, on le définit comme libre, gratuit, fictif, incertain, réglé. Une paille, me direz-vous. On va essayer juste de faire un tout petit tour de ces trucs-là, vous verrez, c'est finalement assez simple. Je prends les idées une par une. Libre, ça veut dire qu'en somme, on est libre de jouer ou non. Et que pour qu'il y ait jeu, il faut qu'on soit libre de jouer ou non, ou au moins il faut qu'on en ait fait le choix. Il y a des fois, je joue à un jeu très chiant, mais c'est parce que j'ai des amis qui ont des goûts pas terribles, et que je les suis, et parce que j'ai plaisir à être avec eux, mais pour autant, j'ai fait le choix de rester avec eux, malgré leur goût déplorable. Je peux aussi être libre, par exemple, de dire « je vais quitter le jeu. Je perds, je me casse. » Bon, je suis libre. Après, si j'ai plus personne qui veut jouer avec moi, ça sera mon problème, mais je peux toujours le faire. Rien ne m'en empêche techniquement. Quand on joue dans un cadre contraint, c'est beaucoup moins évident. S'il y a quelqu'un qui vous dit « tu vas jouer à ça, parce que ça va t'éduquer », ou s'il y a quelqu'un qui vous dit « non, non, tu vas jusqu'au bout de ton jeu, il n'est pas question que tu arrêtes », l'expérience de la liberté ou l'expérience du choix, elle est déjà un tout petit peu plus contestable. Le deuxième point, donc libre, gratuit. Gratuit, alors je suis désolé, hein, les ludothécaires, eux, ils connaissent ça par cœur, mais voilà, hein, il faut partager. Hein. Gratuit, c'est l'idée que, on dit aussi improductif, c'est l'idée qu'il n'y a pas un but qui a été posé au fait que vous allez jouer par quelqu'un d'autre qui aurait déterminé que vous avez besoin de jouer à ce jeu-là parce que vous avez, je sais pas, une compétence à acquérir, sociale ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas un prescripteur qui va dire y a un but et il faut que tu joues à ce jeu-là pour ça. Ou alors tu joues à ce jeu-là pour te soigner, pour je sais pas quoi, pour machin, pour bidule. Non, on joue pour jouer, on joue pour le plaisir de jouer, on joue pour l'instant dans lequel on est en jeu et pas pour autre chose. Alors, dans le jeu, c'est pas pour autant qu'on peut pas trouver des trucs, hein, par rapport à ce que je dis tout à l'heure. Hein. On n'est pas en recherche d'une chose précise, quoi. C'est pas l'arche perdue ou je ne sais quoi, mais on peut tout à fait trouver des choses. Hein. Ça arrive souvent qu'on trouve l'amour quand on le cherche pas du tout, et on pourrait avoir des tas d'exemples de trucs qu'on cherche pas et qu'on trouve, ou à l'inverse, des trucs qu'on cherche et qu'on trouve jamais. Fictif, c'est l'idée du second degré. C'est l'idée que quand on joue, c'est pour de faux, c'est semblant, c'est pas en vrai. C'est une notion qui est quand même assez importante à une époque où il y a des présidents qui pensent qu'on peut détecter des comportements à risque de potentiels djihadistes chez des enfants de 4 ans.
Parce qu'à un moment donné, il y a une notion de faire semblant, qui est quand même important. Tous les enfants qui mettent une poupée dans une machine à laver ne font pas de même avec leurs petits frères. La plupart des joueurs de jeux de rôle ne deviennent pas de dangereux serial killers. Et enfin voilà, vous voyez, je pourrais prendre 1000 exemples du même genre. Donc on est bien dans l'idée d'un jeu qui est au second degré. Régler, après j'en aurais presque fini. Régler, c'est l'idée qu'il y a un cadre. Il y a un cadre, il y a un endroit, un peu comme ici au théâtre. Au théâtre, il y a les 3 unités. Il y a l'unité de lieu, d'espace, de lieu, de temps et d'action. Et un peu de la même manière, dans le jeu, il y a un espace qui a des règles. Il y a une action qui dure un certain temps. Alors ça peut être prévu par la règle du jeu, par l'heure de fermeture de l'espace de jeu, de la ludothèque, l'heure où il faut bouffer le soir, parce qu'il y a les parents, ça fait 3 fois qu'ils braillent à table. Enfin, dans tous les cas, il y a toujours une bonne raison, à un moment donné, pour mettre un terme. Et incertain, parce que si le résultat du jeu, si l'histoire qu'on commence avec nos poupées, on a déjà la toute fin de l'histoire, si le jeu de règles, on sait déjà qui a gagné de manière certaine et qu'on ne peut même pas un peu aller le taquiner en essayant quitte de se mettre à 3 pour que cette fois ce ne soit pas lui qui l'emporte, eh ben, le jeu, il y a déjà beaucoup moins jeu, quoi. C'est déjà beaucoup moins marrant. Et du coup, une fois qu'on pose ça, ces quelques idées-là, libre, gratuit, fictif, incertain, réglé, eh ben, ça peut sortir du jeu tout un pan de ce qu'on appelle jeu au quotidien. Ça va poser des sérieuses questions quand on va parler de jeu éducatif. Alors un jeu éducatif, si on accepte le fait qu'il y a des effets induits au jeu, c'est soit un pléonasme, soit une connerie. Il n'y a pas tellement d'autres alternatives. Ça va poser la question du jeu qui sert dans des endroits d'éducation, où on dit à un enfant « tu joues à ça ». Moi, ça m'est déjà arrivé de voir un gamin, je lui sors un super jeu, un gamin qui était un gamin handicapé, je lui avais sorti un super jeu, j'étais super content du jeu que j'allais lui proposer ce jour-là, je l'avais exhumé en plus que dans ma ludo, il était fourré dans un coin. Le gamin, il a vu le jeu, il a hurlé. Et là, son éduc m'a dit « Ah oui, mais c'est parce que ça, on s'en sert dans les séances de travail, donc il ne peut plus le voir en peinture. » Je fais « Ah bah ok, super. » C'était pas vraiment génial quoi, comme approche. Alors moi, j'étais plutôt content de mon truc, et je trouvais une tôle énorme. Puis après, il faut les récupérer, les gamins, quand on les a paumés comme ça. Et pareil, si une pratique managériale, enfin si le jeu ça doit être gratuit, à un moment donné, si votre salaire ou votre emploi et tout ça en dépend, ça commence à poser quand même 2-3 questions, quoi. On peut quand même se dire que on joue peut-être pas avec la même légèreté d'esprit si on sait qu'à la fin du mois, c'est peut-être la porte qui nous attend ou une rétrogradation salariale, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, donc nous on essaye de travailler sur cette idée-là et de l'articuler avec l'idée des effets induits, de dire que le jeu par lui-même produit des effets, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des tas de trucs dans le jeu, qu'il n'y a pas besoin de contenir le jeu quand lui-même il garde déjà tout ça. Et un autre intérêt pour nous, c'est de valoriser notre action, de valoriser l'action des ludothécaires, de valoriser l'action des professionnels qui bossent avec nous dans ces milieux-là. Parce qu'à un moment donné, nous, on fait partie des gens qui ont une action qui coûte largement plus qu'elle ne rapporte. Et à un moment donné, il faut qu'on aille un peu taper à la porte de la puissance publique pour lui demander quelques deniers. Et elle ne les lâche pas facilement. Ou alors, elle nous demande à quoi on sert. Elle va nous demander à quoi on sert, elle va nous demander des objectifs, un public cible, jusqu'à quel point on participe à la prévention de toutes les radicalisations. Et si on peut leur envoyer un petit truc bien ficelé avec de la méthodologie de projet et tout dedans, ça marche très bien. Mais ce n'est pas toujours évident, et il faut vraiment qu'on démontre, nous, notre utilité de manière permanente. Et l'idée de travailler sur cette idée des effets induits, de ce que nous fait le jeu, eh bien, ça vient de ça, de dire le jeu en lui-même est porteur de tout un tas de choses, et on n'a pas besoin de le rendre éducatif, pas besoin de le mettre dans des cadres pas possibles pour qu'il fonctionne. Puis la difficulté qu'on a aussi, c'est que la case ludothèque, elle n'existe pas encore trop. Donc nous, c'est compliqué parce que quand on veut faire rentrer le jeu dans les cases des autres, c'est pas prévu pour. À petite enfance, ça marche pas parce que le jeu, nous, c'est pour tous les âges. Du coup, grande enfance, vieux, il n'y a rien qui marche. Et puis, de la même manière, quand on essaye d'aller à la culture, ils disent oh, attendez, du jeu, la culture, vous rigolez un peu. Et voilà, c'est pas toujours évident de faire connaître le jeu, de lui trouver une case qui lui va bien, ou même des cases qui lui vont bien. Parce que nous, à la limite, on serait prêt à aller voir notre conseiller et lui dire, écoutez, nous, on a un petit peu tout. On est culturel, on est sociaux, on est pour tous les âges. À la limite, mettez-nous un peu dans toutes les cases et mettez un billet partout. Mais ça, non. Bizarrement, ça passe pas d'un poil, ça. Donc voilà.
Donc voilà, et puis on se confronte aussi à quelques idées. Alors ça, j'y reviendrai à la fin de ma petite histoire. C'est qu'à un moment donné, quand on essaye de concilier de la liberté, de la gratuité, et puis qu'on essaye de mettre tout ça en face d'une évaluation, ça commence à grincer. Quand on conjugue fictif et prévention, ça grince un peu aussi. Puis il y a plein d'endroits où ça grince quand on un jeu qui soit incertain et on veut qu'il ait des objectifs. Enfin voilà, il y a des fois les jeux ne vont pas du tout là où on avait prévu qu'ils allaient et on se retrouve complètement le bec dans l'eau. Et voilà, donc les effets induits peuvent nous permettre de faire un petit pas vers tout ce beau monde-là. Alors pour boucler là-dessus, et puis après je commencerai à raconter un peu l'histoire qui nous amène là aujourd'hui. Voilà, avec tout ça, on marche un petit peu sur des œufs, donc on essaye de parler d'effets induits, mais comme nous on parle de potentialité, comme je disais, on ne sait pas trop où va le jeu, du coup c'est pas facile, parce que les gens ils aiment mieux avoir des objectifs, avec un truc un peu sûr, quantifié, évalué, tout ça. Quand on va parler de tout ce qu'on a, tout ce qu'on met en place, une observation par exemple, on dit qu'on a fait une observation des temps de jeu des enfants, on fait des observations collectives. Ils disent ouais, mais vous n'avez pas plutôt, je sais pas, une évaluation de ce que ça fait à ce petit gamin là, décrocheur scolaire, je sais pas quoi, enfin voilà. Et c'est pas toujours facile de s'entendre par rapport à toutes ces histoires là. On parle aussi d'un truc avec les effets induits, c'est l'idée du renforcement des savoirs. Le renforcement des savoirs, pour vous donner une petite idée, c'est un peu comme dans les livres. Si je dis que plus on lit, plus on connaît les mots, plus on maîtrise l'orthographe, plus tout ça, je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre vous. Et dans l'idée du jeu, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire, plus on diversifie nos compétences dans le jeu, plus on joue à des jeux variés, plus on peut mobiliser de compétences au travers du jeu, plus on peut faire on peut diffuser une grande variété de cultures ludiques et de jeux, et plus on transmet des choses, plus on met des choses en action, plus on permet aux gens de diversifier les compétences. Et ça s'inscrit dans une dynamique qui est assez forte chez les ludothécaires, côté EducPop. Donc voilà, ça c'était ma petite entrée en matière. Là, on finit gentiment l'introduction, d'accord ? C'est juste pour placer les 2-3 concepts de base pour pouvoir avancer un peu. Et l'idée, c'est que je vais essayer de vous raconter maintenant un tout petit peu comment moi j'en suis arrivé là. C'est un petit peu l'idée de la conférence, c'est-à-dire par un parcours, à quel moment on croise le jeu, à quel moment il y a des choses qui font écho, et à quel moment il se passe des choses, et comment j'ai construit aussi cette idée-là du jeu. Et on va essayer de le faire sous cette forme. Alors c'est une conférence du coup semi-gesticulée, parce que comme j'ai mes petits papiers et tout, je gesticule surtout des bras et des pieds, mais le reste, je gesticulerai qu'un tout petit peu. Mais voilà, alors j'ai essayé de répondre à ça. J'ai essayé de me poser la question, quand est-ce que moi je me suis demandé ce que pouvait bien me faire le jeu ? Quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à ça ? Et puis me demander ce que me faisait le jeu. Alors je me suis dit, première chose, je vais essayer de chercher, Freud, la mère, je sais pas quoi, je vais partir dans l'héritage familial. Et alors moi j'ai un héritage familial, je suis né il y a 39 ans, 10 mois et quelques jours, autant dire la quarantaine approche, dans une famille d'éducs. Alors une famille d'éducs en même temps qui était passée tous les deux par un parcours assez étrange. Ma mère c'était plutôt bourgeoisie, élevée pendant toute sa scolarité chez les dominicaines. Quand on allait à la maison, il y a des pièces où on ne pouvait pas aller parce que la grand-mère donnait salon, elle recevait toutes les dames de la ville pour faire le bridge, tout ça. Le resto d'en face servait à table mais à la maison. Voilà, vous voyez un petit peu le concept. Et mon père, lui, c'était genre cutéreux ardennais, le fils du patron du bar tabac, qui lisait les journaux, faisait les foins l'été, et accessoirement était enfant de chœur à la chorale de l'église. Donc voilà, et tous les deux, à un moment, je ne sais pas si c'est 68 à l'adolescence ou qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont tous les deux un peu viré leur cutie pour devenir tous les deux éduques. Éduques de jeunes enfants pour elle et éducateurs spécialisés pour lui. Donc vous imaginez le choc dans la famille, la belle famille qu'on a vue là, 3 enfants non baptisés, non communiés, non rien du tout, et en plus des mitterrandistes, enfin on était complètement... Ça se passait moyen avec la belle famille, quoi. Il y avait des petites histoires pas toujours simples. Et donc moi le jeu, tout le début de Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que tout le début de ma vie, je me suis jamais posé la question du jeu. À aucun moment. Parce que des jeux, chez nous, il y en avait. On avait une salle de jeu dans la maison. Jusqu'à ce qu'ado, on revendique chacun une chambre particulière. Mais avant la chambre particulière, on avait une salle de jeu. On avait un bac à sable et une cabane dans le jardin. Mon père étant dans un IME avec un logement de fonction, j'avais tout le parc de l'IME pour jouer. Puis j'étais un petit patelin, j'avais toute la forêt autour des patelins. Enfin, j'avais tout...
Et jouer, ça a toujours été normal. Je me suis jamais posé la question d'est-ce qu'on jouait, pourquoi on jouait. Enfin, on jouait, quoi. Les parents étaient là, on inventait des tas de scénarios, il n'y avait aucun souci avec ça. Il y a un moment où ça a foiré complètement. C'est parti en sucette au collège. Alors jusqu'au collège, moi j'étais dans une classe unique de 9 élèves pour 5 niveaux, avec un enseignant le genre hippie baba cool. D'accord ? Le mec qui avait des cheveux jusque-là, qui avait une moustache, vous imaginez pas, hein, qui pouvait prendre l'apéro en classe, enfin régalade quoi. C'était peinard comme tout, c'était la classe familiale. Le jour où il y avait de la neige, il ne pouvait plus sortir de chez lui parce qu'on avait barricadé la porte et c'était très drôle pour tout le monde. Donc c'était vraiment très, très gentil, quoi. C'était presque l'école à la maison, quoi. Après, il y a eu le CM2 à la ville. Mais à la ville, avec un enseignant qui était plutôt chouette, qui savait vachement bien valoriser chaque gamin, faire attention aux jeunes, valoriser les gamins qui réussissaient plutôt bien. Et ça s'est passé, ça a été régalade aussi toute cette année-là. Le collège, ça foire. Le collège, ça foire. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en premier. Une précision peut-être importante, c'est que j'étais bon élève. Même peut-être très bon élève. J'ai toujours été dans les 2-3 premiers de ma classe sans jamais forcer sur rien. Et au collège, bizarrement, c'est plus trop reconnu ça. Je suis plus sûr de ce qui est arrivé en premier, si c'était Fayot ou Intello. Mais en tout cas, ils sont arrivés assez rapprochés l'un et l'autre. Et à ce moment-là, ça a commencé à être un sacré bazar, parce que voilà, j'ai vite compris que pour survivre dans le milieu hostile du collège, il allait falloir que je me mette au niveau. Et faire comme si je galérais, là où je galérais objectivement pas du tout. Mais ça a été la première réaction que j'ai eue, c'était voilà, tout le monde... Enfin voilà, dès qu'il y en a un qui a plus de 14, c'est la cata. Dès qu'il y en a un qui la ramène un peu trop auprès des profs, c'est la cata. Et faire son taux de conneries standard pour quand même passer dans la moyenne. Mais j'ai pas été bon à ce jeu-là. J'ai pas été bon, ça a eu plusieurs effets. Moi j'avais 2-3 potes au collège, plutôt 2, et c'était plutôt les losers du bahut, quoi. Hein, voire les gros losers. Les filles, c'était pas bon non plus. Hein, c'était plutôt, forcément, quand on est dans les losers à cet âge-là. Je vais pas dire que je me suis pris tôle sur tôle, mais j'aurais pu fabriquer 2-3 cabanes. Et en plus, comme j'avais laissé mon cerveau au repos, je me suis, comme je devais laisser tout un bout de mon cerveau au repos, je me faisais méga chier au collège. Méga chier. Et en plus, là, il se produit un truc étrange. Dans la tête, hein, les personnalités, c'est le gros bordel. Hein, ils étaient en train d'essayer de chercher comment ils allaient pouvoir me tirer de ce mauvais pas-là. Et là, il y en a 2-3 qui bossaient ensemble. Hein. Il y avait Bille en tête qui bossait avec Je ne sens pas trop ce truc-là. Hein. Ils avaient monté un truc tous les deux, ça s'appelait l'atelier du complexe. Et ça cartonnait. Hein. Je faisais fureur, j'en débitais du complexe, mais à l'appel, quoi. C'est un truc de malade. Et dans ces moments-là, ce qui est compliqué, c'est que comme on ne sait pas trop comment se positionner, on réfléchit vachement. Comme on réfléchit vachement, on est maladroit. Parce qu'on réfléchit trop tout ce qu'on fait, on n'est plus spontané. Comme on est maladroit, on réfléchit vachement. Et comme on réfléchit vachement, on est maladroit. Et voilà. Bon, enfin bref, voilà le collège, un truc... moi j'ai super mal vécu, mais j'ai réussi à faire que 4 ans. Hein, donc 4 ans, quelques heures de colle, 2 conseils de discipline pour être au niveau, mais tout le reste, ça s'est plutôt bien passé. Et quand même, j'ai eu un deuxième effet qui se coule assez marrant, c'est que comme du coup, je m'étais plutôt rangé du côté des semi-bordéliques, je me suis retrouvé dans les classes techniques de mecs à effectif réduit. Là. Vous voyez, alors, la moyenne d'âge, c'était 2 ans au-dessus de la mienne. Donc en plus, je me faisais défoncer, enfin ça marchait pas très bien. Et dans cette période-là, qui était pour le moins pas géniale, j'ai découvert un endroit assez sympa, un endroit où on peut mobiliser une partie beaucoup plus importante de son cerveau, un endroit où même on peut avoir la classe quand on mobilise une partie de son cerveau. Et cet endroit-là, c'était le jeu. Parce que dans le jeu, quand on est plutôt bon au jeu, et j'arrivais à être plutôt bon au jeu, là, d'un seul coup, quand on était dans les temps de jeu, j'étais beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise parce que j'arrivais beaucoup plus à me lâcher, j'arrivais beaucoup plus à rigoler, j'arrivais beaucoup plus à exprimer les compétences que je réservais soigneusement ailleurs pour pas passer pour trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a servi, alors ça je le vois avec un peu de recul, d'une sorte de valeur refuge, cette idée du jeu. Alors évidemment, ça je ne l'ai pas analysé sur le moment, hein, on est d'accord, hein, au moment c'était né dans le guidon, adolescence, acné, tout, quoi, d'accord ?
Ça, c'est venu après, quand j'ai commencé à construire ma réflexion sur le jeu et que je me suis dit, ah tiens, effectivement, est-ce que le jeu, comment j'ai fonctionné avec ça? Alors par contre, j'ai fait le truc, mais pas à moitié. D'accord? Parce que là, du coup, dans le jeu, c'était le goût du défi, vas-y, écrase-les tous, et derrière, il y avait le gorille estime de soi qui me poussait à aller encore plus loin. Donc c'était le jeu, quoi. Hein, j'y allais à fond, j'avais à peu près zéro recul, voilà, c'était un endroit où je pouvais m'exprimer, et j'y allais, je m'exprimais, quoi. Hein. J'en ai fait voir de toutes les couleurs à mes potes. On peut ajouter ma famille, enfin on peut ajouter n'importe qui est passé devant moi avec un jeu, hein. Et ils m'en ont fait voir aussi de toutes les couleurs, parce que forcément, il n'était pas question qu'ils se laissent faire sans rendre l'appareil. Mais malgré tout, malgré ces moments un peu, parfois un peu conflictuels dans le jeu, un peu tout ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai commencé à avoir vraiment des affinités avec le jeu, avec plein de formes de jeux, hein, du Minitel à l'Amstrad CPC 6128, pour ceux qui se rappellent de ça. Donc un petit peu de jeux vidéo, du jeu de société à la maison, des jeux sportifs, enfin plein de formes de jeux. Donc voilà, globalement joueur, globalement pas trop mal au jeu, mais voilà, avec un rapport au jeu quand même très très particulier, pas du tout distancié, hein, voilà. Alors je dis ça, hein, c'est pas qu'un jour j'ai été vraiment super bon joueur, hein, ça enfin en tout cas pas que je me rappelle, hein, moi j'ai toujours été plutôt du clan de ceux qui aimaient bien gagner et bien gagner, mais bon malgré tout là il y a quand même un moment où ça avait atteint des limites assez importantes, quoi. Et puis du coup, parce que quand j'ai un peu reconstruit cette histoire-là, alors évidemment, hein, je ne sais pas si la psychologie tiendrait tout ça, je ne sais pas si toute cette histoire-là, elle aurait vraiment il y a certainement plein de facteurs qui ont joué dans toute cette histoire-là, mais en tout cas, j'ai l'impression, après coup, que le jeu a joué vraiment un rôle là-dedans. Et tout ça, ça me renvoie à cette idée un petit peu d'éducation, bah voilà, d'éducation informelle, d'éducation du moment où le jeu, il peut servir bah voilà, d'autres biais, hein, pour se retrouver dans des situations où on se sent plus à l'aise, où on se sent mieux valorisé, où on se sent plus, je sais pas, intégré par un autre biais que le biais de l'instruction formelle, etc., etc. Donc ça, c'était un peu la première idée comme ça qui m'est venue quand je me suis posé ça. Et puis après, la première fois où j'ai vraiment eu souvenir de m'être formulé quelque chose autour du jeu, autour de la question du jeu, c'était au théâtre. Alors le théâtre, en sortant de mes joies du collège, là je suis arrivé dans ma classe, bahut 3500 élèves, 34 mecs, classe technique, enfin classique, quoi. Et dans cette classe-là, il y a eu un prof, vous savez, ces espèces de personnages un peu référence dans votre vie, le genre où vous dites, tiens, celui-là, il m'a fait prendre un tournant un jour. Un prof assez exceptionnel qui a réussi deux trucs. Il m'a changé de filière et remis dans une filière plus générale dans laquelle je m'épanouissais un peu plus. Et il m'a remis là-dedans parce que cette filière, elle m'a permis de passer au théâtre et de faire du théâtre. Et il m'a mis pour la première fois de ma vie au théâtre. Alors la première fois, c'était pas non plus je brûle les planches et ça envoie du lourd, hein. Mon tout premier spectacle, je joue dans Chanteclair d'Edmond Rostand. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, Chanteclair d'Edmond Rostand. Je joue un poussin qui fait de la gym. Et je joue 1 minute très précisément dans la première scène du premier acte. Et après, pendant 2 heures, je regarde des coulisses. D'accord? Donc là, à la fin, tout le monde demandait des autographes qu'à moi, évidemment. Donc voilà, toute petite expérience, mais malgré tout, j'étais un peu rentré dans ce milieu-là, j'avais rencontré des gens et j'avais trouvé quelque chose, il y a comme un déclic qui s'est fait à ce moment-là, qui m'éclatait. Et la deuxième année où j'ai fait du théâtre, j'ai fait 2 spectacles, la troisième année 3 spectacles, la quatrième 4 spectacles, et puis après j'ai fait entre 2 et 4 spectacles pendant 15 ans dans les années qui ont suivi. Et il y a vraiment eu toute une histoire avec le théâtre dans laquelle je me suis bien engouffré, quoi. Et un petit tournant dans tout ça, c'est quand ma première année de fac, alors ma première année de fac d'art du spectacle, hein, à un moment j'ai envisagé des carrières politiques, doctorales, d'avocat, j'ai présenté Hippocagne, enfin j'ai fait des trucs un peu fous comme ça. Et quand j'ai abandonné tout ça, un petit peu grâce à Balladur, hein, l'année du CIP, s'il y en a qui se rappellent, on a fait grève la moitié de l'année, du coup on a tous planté nos examens joyeusement. Je me suis réorienté vers un truc qui s'appelait art du spectacle. Et quand on est en art du spectacle, on fait du théâtre dans la filière, mais on fait aussi du théâtre en dehors, hein. Il fait de bon ton d'être dans une compagnie, etc., etc. Donc je suis rentré dans une compagnie, et certainement un des hasards qui font que les choses jouent, je suis rentré dans une compagnie où le metteur en scène a fait défection, il nous a fait faux bond au bout de quelques mois.
Et je me suis retrouvé, au bout de 2-3 mois, metteur en scène de cette compagnie. Il fallait que quelqu'un prenne le relais, personne ne voulait le faire, donc je me suis retrouvé tout de suite quasiment à mettre en scène. Et c'est rigolo, parce que mettre en scène, ça a complètement décalé le point de vue. Et petit à petit, de compagnie en compagnie, on en est arrivé à une idée. On a monté d'abord une compagnie, puis l'année d'après, on en a monté une autre. On a monté une troisième encore à un moment avec ma compagne du moment. Et à ce moment-là, on avait des grands débats quand on essayait de travailler sur le jeu. On avait des grands débats sur un truc que moi j'appelais la justesse au théâtre et qu'elle, elle appelait l'état de jeu. Et c'est intéressant cette idée de jeu parce que l'état de jeu, comment ça arrivait? C'était l'idée du moment où le comédien est juste sur scène. Le moment où, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de demander à un ami « ça va ?» Il vous dit oui, vous entendez non. D'accord? Et il y a des fois des trucs, quand les gens nous disent, on sent intuitivement que ça sonne pas bon. Et au théâtre, des fois, on voit des comédiens qui jouent, qui surjouent, ou qui sont tout mous, ou des conférenciers qui nous emmerdent parce qu'ils sont tout lents, ou je sais pas, enfin, il peut y avoir des tas de... Et il y a des moments où c'est juste, où il y a une communication qui passe. Et ça, c'est aussi des choses nous, on cherchait à créer ces états-là, à trouver ces moments de justesse, de tout ça, pendant les répétitions. Pendant les répétitions du spectacle, avec les travails qu'on faisait avec comédiens. Et l'idée, c'était de mettre les comédiens dans le meilleur cadre possible pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent s'éclater au théâtre, qu'ils se sentent à l'aise pour lâcher prise, qu'ils se sentent à l'aise pour expérimenter des choses, pour qu'ils essayent tout un tas de choses. Alors j'ai eu un peu plusieurs périodes. Il y a eu la période, comme je disais, où j'ai un peu joué en mode thérapie post-collège. Il y a eu une période où j'ai fait du théâtre peut-être un peu pédant, théâtre du genre, on monte des grands textes, des grands auteurs, du Shakespeare. On n'a pas grand-chose à dire, mais on a envie de le dire très fort. Enfin, vous voyez, un petit côté ado comme ça qui s'exprime, mais sur une scène. Et puis un jour, j'ai un peu, suite à la rencontre de différentes compagnies, un peu évolué sur tout ça. Et là, on a commencé plutôt à s'intéresser à ce qui se passait à tout le moment de la création du spectacle, à tout le moment du plaisir qu'on prenait à travailler, du plaisir qu'on prenait à imaginer le spectacle, etc. Alors, on avait monté une compagnie qui s'appelait Le Labo et qui était inspirée d'un certain, c'était en hommage à un metteur en scène polonais qui s'appelait Jerzy Grotowski. Et l'idée générale, c'est de travailler sur la déconstruction-reconstruction. C'est-à-dire on travaillait sur des impros avec de longs temps d'échauffement, de longs temps où on se mettait en condition, de longs temps où on se préparait, on travaillait physiquement sur des grosses choses, sur des toutes petites choses, etc., pour vraiment créer un groupe. Et puis tous ensemble, on faisait en alternance des séances de répétition théâtrale sous forme d'improvisation et des séances de clown. Et les répétitions, l'idée c'est que tout le début des répétitions, on travaillait sans mots, sans aucun mot. On travaillait simplement avec le corps, on essayait de communiquer des émotions, de communiquer des choses, mais sans utiliser du tout, sans se jeter gentiment dans le piège du mot. Et on rajoutait après, petit à petit, au fur et à mesure que le groupe se constituait, au fur et à mesure que les histoires se constituaient, on rajoutait petit à petit des mots pour que les comédiens puissent commencer à exprimer des choses. Et puis petit à petit, on commençait à faire groupe. Et quand on arrivait à faire groupe, quand on arrivait à ces mots-là, on travaillait à écrire seulement à ce moment-là le texte. On l'écrivait pour les comédiens. Et la dimension intéressante de tout ça, pourquoi je vous raconte un petit peu tout ça aujourd'hui, c'est que ce qu'on recherchait, quand j'ai fait après ma formation de ludothécaire, je suis tombé un moment sur quelque chose dans la formation où on parlait de faciliter les mises en jeu. Et quand on parle de ludothécaire qui facilite les mises en jeu, et moi j'avais passé des années à réfléchir sur essayer d'atteindre ce qu'on pourrait appeler avec un comédien l'état de jeu. Et du coup, il y a des passerelles à ce moment-là que j'ai faites, déjà parce que au niveau sémantique, je trouvais que c'était très proche. On parlait de cadre ludique. Un cadre ludique, c'est le cadre qui permet, avec le ludothécaire, les jeux qu'on choisit, l'espace qu'on choisit, si on ne parle pas forcément des ludothèques, mais du jeu de règles comme au festival ici, ça peut être la manière dont on installe des espaces avec des tentes, dans lesquels on met des animateurs qui sont bienveillants au milieu et qui accompagnent le jeu, dans lesquels
on explique la règle, enfin voilà, il peut y avoir... C'est un concept qui a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Odile Perrineau. Et cette idée de cadre au théâtre me faisait complètement penser à tout le cadre qu'on mettait pour que le comédien se sente bien, pour qu'il puisse s'exprimer, le fait qu'on joue tous ensemble. Il n'y avait jamais de gens qui étaient sur le côté. Tous ces éléments-là, en fait, ils m'ont énormément rapproché de cette idée-là. Comment dire, de l'idée du jeu, tel que je l'avais envisagé, tel que j'en ai parlé tout à l'heure en ludothèque. Alors il y a un petit truc que j'ai croisé dans ces moments-là, là, un certain Vygotsky, c'est pas facile à prononcer, qui a parlé d'un truc qui s'appelle les zones proximales de développement. Alors je vais essayer de vous expliquer le concept, techniquement c'est assez simple. En fait, on imagine que tous, on a une zone qui pourrait s'appeler une zone d'autonomie. La zone d'autonomie, c'est les choses que je sais faire tout seul, sans aucune aide, mais qui sont pas forcément extraordinairement stimulantes, parce que c'est des choses voilà, que je fais de manière automatisée, routinière. Voilà, ça va être le jeu auquel vous jouez avec votre gamin pour la 14e fois, parce qu'il aime bien jouer à ce jeu-là, mais enfin, vous, c'est pas forcément celui dans lequel vous iriez vous éclater. Tout au bout, à l'opposé de la zone d'autonomie, il y a une autre zone qui s'appelle la zone de rupture. La zone de rupture, c'est le truc où même si on vous aide, même si on vous accompagne, même s'il y a quelqu'un qui fait que vous aurez les plus grandes difficultés du monde à faire ce qui s'y trouve, parce que il y a un tel écart entre l'endroit où vous en êtes aujourd'hui sur la pratique en question et l'endroit de cette zone de rupture que ça sera hyper difficile de rallier les deux. Mais entre les deux, il y a tout un espace qui peut être un espèce de champ des possibles, qui est, on va dire, le juste niveau entre, on va dire, la sécurité, le moment où je me sens à peu près en sécurité, où je peux essayer des choses, tenter des choses, me lancer des défis. Et typiquement, c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans le jeu. Quand vous avez un jeu trop difficile, où vous allez pas forcément vous y éclater et pas forcément y prendre plaisir. Quand vous avez un jeu qui est éminemment facile, ou que vous avez déjà fait 1000 fois, où vous jouez de manière automatique, vous n'allez pas non plus vous y éclater. Mais pour que le jeu fonctionne bien, à un moment donné, il y a cette idée qu'il faut que vous soyez dans cette espèce de zone-là, dans la zone où à la fois on produit un effort et à la fois c'est un effort qui est tout à fait jouable, qui n'est pas non plus impossible. On retrouve cette idée-là chez un autre auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un Hongrois, je crois. Alors c'est inécrivable, hein. Cherchez Mihaly sur Internet, ce sera plus facile. Et lui, c'est un gars qui se pose la question du bonheur. Il recherche comment on pourrait définir le bonheur, comment on pourrait parler du bonheur, qu'est-ce que ça pourrait être à un moment donné le bonheur. Et il en arrive à parler d'un concept qui s'appelle le flow. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, le flow. Mais en gros, le flow, il y a une idée de l'instant présent. Il y a une idée d'une action qui vous engage complètement, dans laquelle vous êtes complètement pris, complètement investi, et dans laquelle, et dont vous tirez satisfaction de l'action même. C'est-à-dire que le plaisir ou la satisfaction intellectuelle ou tout ce qu'il y a d'agréable dans l'action est compris dans l'action même. Un peu comme dans le jeu, où quand on joue, on prend plaisir simplement au jeu. On n'attend pas qu'il se passe quelque chose plus tard par rapport au jeu sur lequel on vient de faire, mais c'est l'instant présent et c'est le moment présent qui compte. Hop, pardon, je remets mes petites pages au bon niveau. Voilà. Et donc voilà, tout ça, tous ces éléments-là, je commençais à connecter un peu tout ça. Alors même si évidemment dans le théâtre, par rapport à la notion que je définissais tout à l'heure de jeu libre, gratuit, fictif, il y avait plein de choses qui collaient pas. Parce que le théâtre, c'est libre pendant qu'on répète, c'est libre pendant qu'on travaille, qu'on improvise, etc. avec les comédiens. Mais en fait, tout ce qu'on fait au théâtre, c'est d'essayer de supprimer la liberté. C'est-à-dire on passe son temps à essayer de réduire pour qu'il n'y ait plus que la représentation et que le comédien interprète la version finale telle qu'on l'avait prévue et pas autrement. Et puis de réduire au maximum l'incertitude, sauf peut-être dans quelque chose genre le théâtre d'impro, mais on est quand même beaucoup là-dedans, beaucoup dans cette idée que il faut arriver à une représentation cadrée, ficelée le plus possible, quoi. Alors il y a l'idée de fictif parce qu'on est sur une scène, il y a l'idée, c'est pas du tout gratuit, parce qu'au théâtre on dit des choses. Au théâtre on vient sur une scène pour exprimer des choses devant des gens. Il y a quand même un petit côté un peu narcissique, un peu quelque chose où on vient pour dire quelque chose aux gens. Donc on s'approche avec l'idée du théâtre du jeu, mais on n'est quand même pas complètement dans le jeu quand on parle de théâtre. La troisième et dernier moment où j'ai interrogé cette idée de jeu,
c'est dans l'animation. Parce que le théâtre, à un moment, je me suis dit que j'allais pas en faire ma vie, pour différentes raisons. Et là, il a fallu quand même que je me dise, tiens, va peut-être falloir casser la croûte. Hein, et du coup, avec une maîtrise d'art du spectacle en poche, avec un DESS expertise et médiation culturelle en cours, sur le coup de 24-25 ans, j'ai passé le BAFA et je suis devenu animateur. Alors ça l'a fouté un peu mal, hein, déjà, parce que quand on a des fantasmes culturels, se retrouver en bas de l'échelle socio-culturelle, ça fait quand même une sacrée dégradation. Puis en plus, je m'étais un peu foutu de ma gueule quand elle l'avait passé à la gueule de ma sœur, quand elle l'avait passé à 17 ans, et qu'elle faisait ses 120 balles par mois le mercredi, quand moi je faisais 4 fois plus en allant bosser dans les champs. Bon voilà, je me suis un poil fait charrier sur l'affaire, mais je suis devenu animateur. Donc avec, comme à l'époque ça se faisait, hein, un emploi jeune, à bac plus 4,5, payé à 7000 balles, enfin voilà, la grande classe. Mais ce qui était sympa dans cette idée d'animation, c'est que j'ai découvert un milieu très différent de ce que je connaissais, et qui nous rapproche encore un petit peu de l'idée de jeu, comme si j'avais avancé un cercle un petit peu concentrique dans cette idée de jeu. Et ça a commencé, cette histoire-là, au moment où j'ai passé le BAFA. Pour raconter un petit peu le BAFA, alors moi le BAFA, on m'a raconté un truc génial quand je suis arrivé en BAFA. Je me suis dit, putain, ce truc, c'est juste, ça m'a épaté sur le moment. On m'a parlé des postures des animateurs. Et on m'a dit qu'on pouvait être dans plein de postures. On pouvait être dans la posture de faire, de laisser faire, de donner à faire ou de faire avec. Alors, je ne sais pas s'il y a des animateurs dans la salle, s'il y a des gens qui ont entendu parler de ces trucs-là. Mais en gros, l'idée, c'est quand on fait faire, on leur fait faire un truc, quoi. D'accord ? On leur fait faire, je sais pas moi, une création manuelle, on leur fait faire un grand jeu dehors, on leur fait faire, mais on fait faire, quoi. Quand on donne à faire, on est peut-être un peu plus près là, de ce qu'on fait parfois dans les ludos ou dans les festivals, quand on donne à faire. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des objets, on va mettre en place des jeux, on va mettre en place tout un tas de choses, avec l'idée que les gens peuvent s'en emparer, et qu'ils peuvent venir, et que s'ils viennent, et que s'ils veulent jouer, on peut les aider. Qu'est-ce que j'ai dit ? Faire, donner à faire. Laisser faire, je sais pas, moi, si vous laissez faire, hein, vous allez genre pique-niquer dans une clairière, et puis les gamins, ils jouent, hein, ils vont prendre 3 bâtons de feuilles, et puis ils vont s'inventer une histoire, hein, vous les laissez vivre leur vie. Et l'idée de faire avec, c'était l'idée que les gamins proposent un jeu, on vient et on va jouer avec eux. Mais c'est eux qui nous invitent à jouer, on joue à leur jeu, on joue avec eux, et on joue pas à leur place. On est dans le jeu comme eux, ils sont dans le jeu, on est tous ensemble dans un jeu qu'on partage. Il n'y en a pas un qui dirige, un qui mène, un qui dit comment il faut faire ou pas faire. Et ce que j'ai assez vite remarqué, c'est que le faire-faire domine. Le faire-faire domine beaucoup. On vend des programmes d'activité à gogo. On les vend aux parents, on les vend à l'institution, on les vend à tout le monde. Tout le monde est très content de voir des programmes avec moto, poney, piscine et parc d'attractions le vendredi. Et globalement, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres choses. Dans le BAFA, on parle de ça, on parle beaucoup d'hygiène, de sécurité, de tout ça. Mais l'idée de se dire, on peut juste poser des jeux et puis faire un temps d'animation autour du jeu de société ou d'un autre type de jeu. On peut laisser les enfants libres de s'emparer des jeux dont ils ont envie. On peut laisser les gens prendre du plaisir avec les supports avec lesquels ils ont envie d'en prendre. Et bien ça, pas trop. Ça, pas trop du tout. Et du coup, nous, on a commencé à se dire, putain, quand même, fait chier de faire tout le temps des programmes, des machins, des bidules. Et un été où on a eu l'occasion, avec des copains, on s'est amusé on a récupéré le centre de loisirs pendant l'été, la direction du centre de loisirs, et on a monté des méga grands jeux, avec des histoires, avec des machins. Donc on faisait plus que jouer. On avait enlevé tout le côté consommation, machin, bidule, on faisait plus que jouer. Mais on était encore à fond dans cette idée de faire. Et il y a un truc qui a changé tout ça, c'est quand j'ai dû faire les matins. Je faisais jamais le matin. J'avais une collègue qui adorait ça, moi pas du tout. Mais vraiment pas. Et les premières fois que j'ai fait les matins, la première fois que j'ai dû me lever, arriver à 7h30, j'avais une tête dans le cul, quelque chose d'impossible. Et je me suis rendu compte que ça, c'était pas du tout mon rythme. Et quand j'ai vu tous les petits boucs arriver autour, et quand j'ai vu la tête qu'ils avaient eux aussi, je me suis dit qu'il n'y avait pas que moi à qui c'était pas le rythme, ce rythme de 7h30 du matin, le centre qui ouvre et tout ça. Et là, on a commencé à aborder les choses d'une façon tout à fait différente, à installer une salle dodo, avec des tas de trucs où les gamins ils pouvaient arriver au centre en pyjama, les parents pouvaient les poser à limite endormis, ils continuaient à roupiller. Au début, on avait mis un petit déj à 10h, puis on l'a carrément supprimé.
puis on a commencé à plus prévoir d'activités parce que c'était chiant entre les réveils de tout le monde et puis à se dire, bah voilà, on va laisser des jeux, installer des espaces, et puis les gamins, ils tourneront bien là où ils ont envie de tourner. Et puis on a poussé ça dans des colos, au point qu'on a fait des colos où il n'y avait plus aucun programme. Il y avait des tas de choses à dispo, il y avait des espaces installés, les gamins, ils s'inscrivaient pour jouer. On pouvait leur proposer plein de choses, il y avait une espèce de syndicat d'initiative, mais il n'y avait plus de programme du tout. On a supprimé complètement les programmes, et on a mis des jeux, où on a mis des choses qui pouvaient servir à jouer. On a installé, je sais pas, une scène de théâtre avec des costumes, avec tout un tas de trucs, etc., etc. Et ça m'a vachement plu. Et ça a vachement bien marché. Les gens qu'on a eu le plus de mal à convaincre, c'était presque les parents, bizarrement, parce que les gamins, ils accrochaient à plein ballon avec tout ça. Et je trouve qu'on se rapprochait beaucoup dans tout ça, encore une fois, se rapprochait un petit peu de cette idée de jeu, où on était beaucoup plus libre que dans le théâtre, parce que cette fois on pouvait jouer, on pouvait aller où on voulait avec le jeu, on pouvait faire des tas et des tas de choses déjà là. Et j'ai rencontré, à ce moment-là, à un moment où j'organisais une très grosse colo, là on était parti en mode délire, colo 120 gamins, 17 animateurs, que du jeu. Je me suis pointé dans une ludothèque à Lyon qui s'appelait le Quai des Ludes. J'avais pris rendez-vous, on m'avait dit, écoute, on a 30 minutes à te consacrer, mais pas beaucoup plus. Je suis resté 3 heures. Et devant l'ampleur du désastre, la personne, j'étais venu chercher des jeux. Moi, je joue aux jeux de société, quoi. Je mettais des jeux de société, je faisais des tas d'espaces de plein de genres de jeux de société pour les petits, les grands, les moyens, tout ça. Je suis reparti avec des dinettes et des accessoires et de la vaisselle, parce que le jeu fait l'accessoire et qu'il faut mettre l'espace et que la gazinière, elle sera bien dans la dinette. Au final, j'avais prévu d'aller chercher mes jeux et de faire les courses. Je suis reparti avec un camion plein, d'accord, plein de structures en mousse, plein de tout un tas de trucs, plein de jeux pour tous les âges. Et ça a été assez génial comme colo. On s'est vraiment régalé, on a mis des espaces pour les tout petits, on est sorti un petit peu des jeux de société, on a fait plein de types d'espaces, de plein de types de jeux avec les minots, avec tous les âges. Et c'était vraiment chouette, parce que c'est une des colos, en plus, où on a eu le moins de soucis, de bagarres, de tout ce qu'on veut, de gamins fatigués qui se foutent sur le nez, de tout un tas de trucs. Alors que c'était une des colos qui semblait a priori les moins organisées, au moment où on la vend, avec pas de programme, que dalle, quoi. Et voilà, et ça m'a encore une fois, petit à petit, par cercle concentrique, rapproché de cette idée de jeu libre gratuit, tout ça. Puis surtout, je me suis dit, à un moment donné, ce métier de ludothécaire, il y a quand même un truc. Il fallait que j'essaye quelque chose. C'était soit créateur de jeux, soit ludothécaire, quoi. Il fallait que j'aille vers quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et puis voilà, alors j'ai commencé à travailler ça, j'ai fait des BAFA. Alors une petite expérience que je voulais vous raconter, parce qu'elle était rigolote en BAFA par rapport à ce que je viens de dire. On avait des stagiaires BAFA. Et quand ils arrivaient, on leur demandait d'imaginer leur colo idéal. On leur disait, vous n'avez aucune limite, tous les moyens que vous voulez, même à la limite, pas de limite de vraisemblance, imaginez votre colo idéal. Alors on avait une colo, ça a défouraillé. On se levait le matin, on faisait des activités sensationnelles, on goûtait, on faisait des activités sensationnelles, on mangeait, on faisait des activités sensationnelles, on goûtait, et ça n'arrêtait pas, et on avait des stars à disposition avec nous, et on avait des cartes de crédit illimitées, des jets, enfin il y en avait, en veux-tu, en voilà. Et puis en général, le lendemain ou après le repas, on leur demandait, mais est-ce que vous pourriez nous faire un récit de vos vacances ? Et là, c'était rigolo parce que c'était réveil, kikil 11h30, petit-déj peinard, éventuellement piscine, barbecue 15h, sieste. Et je vous fais pas le planning jusqu'à la fin de la journée, vous imaginez un peu de quoi je parle. Et évidemment, on s'amusait à prendre les deux paperboards, à les mettre l'un à côté de l'autre, et à se dire, voilà, là les deux, c'est des vacances. Et il y en avait un qui donnait l'impression plus d'une espèce de marathon d'activité à la chaîne, ou de voyage organisé, mais super speed. Un truc où, si à un moment vous avez envie de rater une activité, non, vous pouvez pas. Vous y allez, quoi, on enchaîne. Et du coup, voilà, on travaillait avec eux sur toutes ces idées-là pour déconstruire le côté et vraiment essayer de construire des vacances où on pouvait jouer quand on en avait envie, jouer si on en avait envie, se faire plaisir avec le jeu, mais que le jeu, ce soit pas un marathon après lequel on court tout le temps, parce qu'il n'y a rien de plus chiant que de jouer quand on n'a pas du tout envie de jouer, quoi. Voilà. Aujourd'hui, là tout de suite maintenant, du coup voilà, comme je dis, ludothécaire,
Et c'est marrant parce qu'il y a une quinzaine d'années, quand j'ai eu mon déclassement culturel, là, quand je me suis retrouvé dans l'animation, je prenais plaisir à dire un truc, je prenais plaisir à dire que la vie était un jeu et que toute ma vie, elle tournait autour du jeu. Alors aujourd'hui, je dis plus du tout que la vie est un jeu, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le jeu fictif. Il y a même Freud qui disait le jeu, c'est l'inverse de la réalité. Donc je dis plus du tout ça aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que je me rends compte que c'est un peu comme si les différentes étapes de ma vie professionnelle, ça avait fait une espèce de bouclette autour du jeu, et qui s'était rapproché petit à petit du jeu en le débarrassant de tout ce qui l'encombrait au fur et à mesure pendant ce parcours-là. Et ce qu'a réussi le jeu, je crois, au final, ce que m'a fait le jeu, parce qu'il faut quand même que ça ait du sens de faire tous ces détours-là, que je revienne à l'essence de mon sujet à un moment donné. Moi, ce que m'a fait le jeu, c'est qu'il a vraiment réussi à me convaincre qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose derrière cette idée de jeu. Il y avait, si tout le monde l'utilisait, si tout le monde le détournait, c'est que le jeu, il avait quelque chose d'assez fondamental, d'assez humain, d'assez naturel, d'assez tout ce qu'on veut. Et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec ça, mais quelque chose à faire, j'avais pas non plus envie que ce soit au service de tout et n'importe quoi. J'avais envie de trouver un moment, moi ça m'emmerdait d'avoir des objectifs éducatifs à mettre sur mes grands jeux. Franchement, alors voilà, on leur servait la soupe, à un moment donné, quand il fallait mettre des objectifs éducatifs, on en mettait, on en trouvait dans les coins, mais ça m'éclatait pas. Et j'avais vraiment envie d'aller vers l'idée du jeu pour le jeu. Alors il m'a un peu tout fait le jeu, il m'a parfois éclaté, parfois je me suis fait éclater, enfin on a eu une histoire un peu conflictuelle parfois, même si aujourd'hui je gère un peu mieux la défaite et le second degré. Il y en a qui pourraient presque ne pas être d'accord, mais j'essaie quand même de m'auto-réguler un minimum. Même si évidemment, j'ai pas l'idée non plus de dire que le jeu c'est un idéal. Il y a aussi dans le jeu tout un tas de choses. Le jeu il peut nous attraper, comme on disait. Il y a une petite phrase de Platon qui est rigolote qui disait on connaît bien mieux quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en une longue conversation. Et c'est un peu vrai, c'est-à-dire que des fois quand on joue, quand on rentre vraiment dans le jeu il nous emmène des fois un tout petit peu plus loin que là où on aurait aimé aller, ou dans l'engagement, ou dans tout un tas de choses, et qui fait que c'est pas toujours évident. Par rapport à l'état de jeu, par rapport au théâtre dont je parlais tout à l'heure, c'est pas toujours évident de rentrer en jeu. C'est pas toujours évident de se laisser prendre au jeu et d'aller vraiment dans le jeu, parce qu'on sait que des fois, moi je connais des gens qui me disent non mais moi quand je joue je suis horrible, il est hors de question que je joue. Ça fait sortir d'une facette de moi que j'aime pas du tout. Genre je pourrais frapper un enfant, tout ça, mais voilà. Alors l'idée maintenant c'est de se dire un peu comment on pourrait un peu préserver le jeu de tout ça, parce que l'idée que je donnais tout à l'heure, effectivement elle fait un peu, c'est toujours compliqué à la fois d'essayer de définir le jeu et à la fois de l'enfermer. Et moi une fois on m'a même traité d'absolutiste allemand, vous voyez, ce genre de philosophe idéaliste allemand un peu puriste, là on m'a dit que j'étais comme ça, parce que je défendais l'idée du jeu. Mais j'ai tendance à penser que si le jeu, on peut le saucissonner, si le jeu, on peut dire, on va faire un jeu vaguement libre, mais on va lui mettre des objectifs, des machins, des bidules, si on commence à vendre le jeu à la découpe et à dire qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi avec le jeu, que par exemple du management ludique, c'est du jeu, que du jeu éducatif, c'est du jeu, que tout un tas de trucs. J'ai un peu peur aussi qu'on perde ce qui fait le jeu, et ce qui fait le plaisir du jeu, et qu'il soit approprié un peu partout par pas mal de gens. Et à un moment donné, je crois que ce que les gens utilisent, en tout cas c'est une hypothèse que je fais, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas je la fais, c'est que ce que les gens utilisent, c'est le ressort ludique. Ce que beaucoup de gens utilisent, c'est ce petit ressort, ce petit truc qui va nous attirer, qui va nous donner envie de jouer, qui va nous immerger dans le jeu. Et que ce ressort ludique, qui aiguise un peu tout, notre esprit de compétition, notre esprit de collaboration, c'est un jeu coopératif, etc., mais il nous met en mouvement. Mais ce ressort ludique, il ne suffit pas à faire un jeu. C'est pas parce qu'il y a un côté ludique dans ma méthode d'apprentissage que c'est un jeu. C'est pas parce qu'il y a un côté ludique dans mon management qu'il y a un jeu. À un moment donné, ça serait comme de dire, je sais pas, moi, il y a le droit de vote, donc il y a une démocratie. Ça marche pas aussi facilement que ça. Ou les femmes ont le droit de vote, donc elles sont l'égale des hommes. C'est pas si sûr que ça non plus, c'est peut-être un peu simple. Et j'ai tendance à penser qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus complexes, et que le jeu, c'est un peu complexe. Et qu'à un moment donné, c'est pas complètement inintéressant de le défendre. Y a plein d'endroits, je pourrais parler aussi du sport de compétition, par exemple. Le sport de compétition, typiquement, est-ce que c'est encore vraiment un jeu ? Ou est-ce que les gens, ils sont obligés de s'entraîner, d'être toujours meilleurs, quitte à ruiner leur santé en se dopant, quitte à... etc., etc., etc. Et est-ce que la compétition, on n'est pas dans du sport, on a le droit de faire de la compétition, moi j'ai rien contre ça, mais est-ce qu'on doit encore l'appeler jeu ? C'est pas du tout évident, quoi.
Et c'est rigolo parce que j'avais écrit ce petit paragraphe là sur les ressorts ludiques et je me suis dit tiens, il faudrait que je me penche aussi sur les serious games. Tout un courant de jeux sérieux qui ont vocation à éduquer, à transmettre, à tout un tas de trucs. Et j'ai trouvé cette définition-là après, je l'ai trouvée géniale parce que c'est à peu près ce que j'avais essayé d'écrire. C'est un jeu sérieux est un logiciel qui combine une intention sérieuse de type pédagogique, informatif, communicationnel, marketing, idéologique ou d'entraînement avec des ressorts ludiques. Ça, c'est sur Wikipédia. Et je me suis dit, bah voilà, impeccable, c'est juste exactement ce qui m'allait, c'est qu'effectivement, on peut combiner tout un tas de choses avec des ressorts ludiques, mais c'est pas parce qu'on utilise des ressorts ludiques qu'on fait forcément jeu tout le temps, quoi. Voilà. J'avais encore 2-3 trucs, mais qui ne sont pas... voilà. Ce que je vous propose éventuellement, c'est... pour ma part, de conclure à peu près là, sur la partie intervention, pardon, en disant que voilà, le jeu, il a aussi fait de moi un truc, c'est qu'il a fait de moi quelque part une espèce de défenseur du jeu. Alors c'est bien commode aussi, parce que ça me permet d'être tout le temps au contact du jeu, et chose avec laquelle je m'entends très bien. Et qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'essayer quelque part de rendre au jeu ce que le jeu m'a donné. Les moments où il m'a aidé, les moments où il m'a accompagné, les moments où il m'a éclaté, les moments où il m'a fait grandir, les moments où tout ça. Et puis de me positionner un peu comme un passeur ou un transmetteur ou quelque chose autour du jeu. Et d'essayer de faire en sorte de protéger des espaces où le jeu, c'est pas juste une marchandise. Parce qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus, le jeu, c'est une ressource à vendre. C'est une ressource à vendre où on essaye le mieux possible. Alors, des fois, de vendre de très bons jeux, mais des fois, on vend des bouses innommables, des espèces de bébêtes poilus qui ont 3 mots de vocabulaire et que les gamins ils vont jeter au bout de 2 minutes parce que c'est pas marrant de parler avec ça. Ou des jeux éducatifs qui feraient passer les exercices de maths des années 50 pour un truc fun. Enfin, il y a tout un tas de jeux, et c'est pas évident de s'y retrouver dans le monde du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi vraiment un côté usager averti. J'imagine les gens qui fréquentent pas les festivals, les trick-track, les forums de parents pour s'y repérer sur les jeux. Choisir un jeu pour ses enfants, c'est quand même... c'est pas toujours évident, quoi, en dehors des desiderata des enfants. Et puis qu'aussi, le jeu, je trouve qu'il est souvent, la partie jouée, elle est souvent marchandisée. La partie jouée, il y a beaucoup d'endroits où le jeu, le fait de jouer, ça devient une ressource marchande. Dans les parcs d'attractions, dans les magasins de meubles, sur les aires d'autoroute, dans les snacks. Il y a plein d'endroits où on met du jeu, mais où le jeu... alors, c'est sympa d'avoir du jeu à ces endroits-là, mais je trouve que ça interroge quand même l'idée du jeu... Quand il est positionné pour occuper les gamins pendant que les parents consomment, quoi, ou quand il a des finalités un peu comme ça. Donc voilà, donc essayer de défendre un peu le jeu, essayer de le débarrasser de tout ce qui le pollue, de tout ce qui le transforme, de tout ça. Et puis essayer de voir tout ce qu'on peut faire au travers du jeu, toutes les expériences de jeu qu'on peut avoir. Et ce que je voulais proposer, si ça vous dit... c'est d'échanger un petit peu sur cette idée-là. Parce que finalement, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire, c'est pas que moi je fasse que parler pendant 2 heures. Enfin, je peux continuer si vous voulez, mais au bout d'un moment, vous allez peut-être en avoir ras-le-bol. Mais c'est qu'on échange aussi des expériences de jeu, si vous en êtes d'accord. Et je vais vous proposer une petite idée pour échanger sur les expériences de jeu. Pour commencer, je vais vous proposer, si vous voulez bien, s'il y en a qui sont d'accord, de nous raconter votre expérience de jeu la plus pourrie. D'accord ? Donc vraiment une expérience de merde, une qui vous aurait limite traumatisé si vous étiez laissé aller à ça. Alors évidemment, on ne fera pas que ça. Mais je trouvais que c'était rigolo de commencer parce que, voilà, comme on est toujours aussi dans le jeu, dans l'idéalisé, dans machin, dans tout un tas de trucs, c'est rigolo aussi de partager sur une expérience de jeu qui a complètement foiré, ou qui n'était pas marrant, qui n'était pas drôle, tout ça. Et puis après, je vous inviterai aussi, si ça vous dit, à partager d'autres expériences de jeu, puis de partir dans une discussion comme ça, un petit peu, pour ceux qui ont envie de rester. Donc voilà la proposition. Si ça vous tente, j'ai un micro. Je le partage avec qui veut. Merci. Donc moi, j'ai découvert le jeu avec les livres dont vous êtes le héros. Ça a été mon initiation au jeu, et je suis passé des livres dont vous êtes le héros à l'organisation de chasse au trésor. D'abord pour mes anniversaires, mon gamin 10-11 ans. Et puis en grandissant,
vouloir mettre en place des énigmes, et puis autour de ces énigmes, des histoires, des personnages, inventer des règles. Donc très vite, une espèce de jeu grandeur nature pour des gamins de 12 à 14 ans. Et je me rappelle avoir préparé dans mon village, à une occasion, avoir passé une semaine entière à préparer des règles, à préparer des personnages, à préparer des armes en bois, tout un tas de trucs bricolés. Et donc d'inviter tout un tas de copains à cette occasion. Et il y en a un qui débarque, et son père avait rien trouvé de mieux que de lui fabriquer une épée en métal. Et donc forcément, il est arrivé, lui, au milieu de tout ça, et ça a complètement foutu en l'air le jeu. Ça a complètement anéanti toutes les règles qui étaient en place. Ça a complètement tout fait basculer, comme quoi on ne peut pas tout contrôler dans la vie, et même dans le jeu, des fois, il y a des choses qui débordent. Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Est-ce qu'il y en a encore qui ont des expériences de jeu atroces, horribles, abominables? Donc moi, c'était comme quand tout le monde débute le jeu, c'est-à-dire quand j'étais tout petit. Donc j'ai une petite sœur qui adorait y jouer aussi, hein, comme moi. On a donc débuté par des jeux, on était dans les poupées, moi dans les cosmiques et autres, donc on avait chacun notre aire de jeu. Et puis pour nous rapprocher, les parents nous ont offert des jeux communs. Donc forcément, à cet âge-là, ça a commencé par le jeu de loi, le Monopoly, tout ça. Et ça a duré un certain temps, on jouait qu'à ça. Et a priori, on n'avait pas la même chance de base, ce qui fait que j'ai perdu partie sur partie sur partie sur partie. Et à chaque fois qu'on ouvrait le jeu, c'était une galère pour moi. Je le faisais pour faire plaisir à ma sœur. Je le faisais pas pour moi, ça me saoulait. Je savais la finalité du jeu et ça m'a poussé clairement vers les échecs très vite, le jeu de dames et tout ce genre de jeu où en fait on avait une complète mainmise sur le jeu parce que enfin je pouvais gagner des parties. Et encore aujourd'hui, tout ce qui est jeu de dés, tous les jeux où il y a une chance même, on va dire assez importante, ça me révulse direct. Et rien que d'ouvrir la boîte et de voir des dés, j'ai envie de la refermer. Donc voilà, moi ma part d'atrocité du jeu, c'était cette part-là qui m'a construit finalement, parce qu'aujourd'hui, je ne joue quasiment qu'à des jeux, pure réflexion et de calcul interminable. Moi, c'est tout simple, ça doit arriver à tout le monde, je pense. J'ai horreur des jeux collaboratifs. Voilà. J'ai essayé, mais alors, à part jouer avec que des gens qui ont le même niveau, c'est-à-dire qui connaissent le jeu au même niveau que moi, sinon c'est pas possible, parce qu'il y en a toujours un qui prend le dessus et qui décide pour tout le monde. Mon dernier exemple, d'une expérience, c'est Room 25, où on doit s'échapper de... C'est basé sur Cube. Et donc, s'il y en a un qui connaît bien le jeu, c'est lui qui décide, parce que c'est un jeu collaboratif à la base, qui peut être joué en compétitif, mais à la base, c'est collaboratif. Donc, c'est lui qui dit, le mieux, c'est de faire ça, tu te pousses dans la pièce, puis tu passes là, et puis voilà. Et puis tout le monde dit, oui, c'est vrai, c'est le mieux, effectivement. Parce qu'il a raison, parce qu'il connaît très bien le jeu. Donc, on fait ça, voilà. Et après, le suivant qui joue, tu fais ça, tu fais ça. Bon. Et pendant toute la partie, on fait que suivre, et c'est absolument inintéressant. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Quand tu faisais ta présentation, là, ça m'a fait connecter une histoire négative avec mon compagnon, en fait, qui est un expert d'Abalone. Il est juste super fort à Abalone, c'est un tueur. Il n'a jamais rencontré personne avec qui il a vraiment de l'enjeu dans une partie, en fait. Et puis des fois, il me dit, allez, on se fait une petite partie et tout. Et il n'y a pas trop le côté incertain de l'issue du jeu. Du coup, une fois, je lui dis, allez, donc un Pacajou, qui est le rassemblement des ludothèques de la région PACA, on se retrouve là, tous les deux, paf, et on se fait un Abalone. Trop bien. Sauf que moi, les parties sont soit très très courtes, et du coup, je lui dis, vas-y, on fait une partie pédagogique, donc on est totalement limite hors jeu, là. Et tu m'expliques un peu les dynamiques du jeu, comme ça, peut-être que je vais commencer à connecter un peu, à comprendre dans mon cerveau, il se va se passer des choses, et puis je vais comprendre comment ça se joue un peu à Abalone.
Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où lui, il était en train d'essayer de réfléchir pour lui. En même temps, il essayait de m'expliquer à moi les mécanismes du jeu et qu'est-ce qui était intéressant de faire. Du coup, il se retrouvait dans une posture où limite il jouait pour nous deux. Et où ça le mettait, enfin, il y avait vraiment plus d'enjeu pour lui, et moi ça me mettait super mal à l'aise parce que du coup, bah bon, voilà, c'était juste horrible. À la fin, j'avais limite les larmes aux yeux. J'étais là, non, bah, vas-y, on arrête, on va faire un autre truc, aller voir les copains. Je sais pas, là, c'est pas possible, stop. Donc voilà, et depuis, on n'a pas refait de partie d'Abalone. J'ai pas progressé. Bonjour, moi, elle date pas de loin, elle date d'hier. C'est tout frais, mais je l'ai pas encore digéré. Gros jeu de stratégie qui vient de sortir de chez Asmodée et gros truc où c'est 3 heures de partie quand même et t'es sur le point de gagner, t'es en semi-coop, t'es 2 contre 1 et t'es sur le point de gagner et t'as l'autre qui fait le méchant, qui lit les règles et qui te dit non, mais si là tu t'en vas tu meurs. Je fais mais c'est pas dans les règles depuis le début. Oui mais là c'est dans les règles, en fait l'ANA qui nous a expliqué le jeu nous l'a pas bien expliqué. Et on ne pouvait pas faire cette action et on l'a fait pendant 3 heures et l'autre à la dernière minute il nous plonge le jeu. Je crois que là c'est le pire souvenir de jeu de ma vie quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour rigoler un petit peu avec les expériences foirées de jeu. Et maintenant, histoire de faire le pendant quand même, parce qu'on va quand même pas se raconter que des histoires épouvantables, je voulais proposer s'il y en a qui ont des histoires de jeu mais qui au contraire qu'ils ont trouvé vraiment chouettes, qu'ils ont trouvé je sais pas, ont amené quelque chose de génial, vous ont amené quelque chose de génial à un moment où le jeu, ou l'idée de jeu, ou quelque chose autour du jeu, vous avez l'impression que ça a résonné chez vous et que ça vous avait amené à, je sais pas, changer ou prendre juste un magnifique moment de plaisir. Et ben, je vous propose maintenant qu'on partage des expériences comme ça. C'est-à-dire plutôt des trucs super sympas, plutôt des trucs super chouettes, des grands moments de jeu de votre vie ludique. Donc voilà, est-ce que vous avez un moment qui est d'un... Alors vous pouvez même à la limite imaginer, si vous voulez, ce qui serait votre panthéon ludique, si vous l'avez jamais vécu et que vous courez après. Mais voilà, l'idée c'est le moment de jeu qui vraiment, quand vous pensez jeu, c'est celui-là qui revient, quoi. C'est un de mes plus anciens souvenirs de jeu. J'étais, je pense, au cours moyen et on jouait à la corde. On avait une grande corde, ça doit s'appeler maintenant du double dutch. Et il y en avait 2 qui tenaient et puis toutes les autres qui sautaient, parce que c'était un jeu de filles. Et puis voilà. Et puis la maîtresse nous dit non, c'est pas possible, c'est trop dangereux. Je vous confisque la corde. Moi je dis mais qu'à cela ne tienne, on va jouer quand même. Et on avait joué, sans la corde. Et les autres, tout le monde avait sauté. Et alors l'instit qui nous a coursé là, on dit, elle croyait vraiment qu'on avait une corde. Et moi là, j'en jubile encore, hein, à la fois l'aspect rebelle et puis le fictif qui rejoignait la réalité, c'est bon. Alors moi j'en ai plein en mémoire, des moments super chouettes, mais celui-là il est plus marquant que les autres. C'est mon tout premier grandeur nature avec mes parents, parce que nous on joue en famille, et donc la toute première fois où j'y suis allée, alors mes frères n'avaient pas encore le droit d'y aller à cette époque-là, donc j'étais un peu privilégiée en plus, j'étais la première enfant à y aller. Et du coup ça a été vraiment un super moment parce que j'ai basculé dans un autre monde du jeu. Enfin pour moi ça a été vraiment... on est passé du jeu de société ou des autres jeux qu'on faisait, parce que je faisais du jeu de rôle sur table aussi, à vraiment quelque chose entre l'imaginaire et le réel, où la frontière à cette époque-là était beaucoup plus fine qu'aujourd'hui, et ça a été vraiment un moment très marquant de ma vie, ouais, avec l'impression d'aller voyager loin, très loin. Voilà. Alors moi j'ai toujours été un grand joueur depuis que je suis né, je le reste, donc trouver des bons moments de jeu c'est difficile. Moi je jouais au Monopoly tout seul en jouant à 6. J'ai toujours fait ça. Hein. Je peux jouer à n'importe quel jeu. Ça, Aurélia, ça m'a amusé, l'histoire de la ballonne, parce que moi, je joue tout seul. Hein. Je fais les 2 côtés, puis je parie avant pour savoir qui est-ce qui va gagner, et quelquefois, je me trompe. Voilà, et ça c'est du plaisir, je peux vous dire, hein, parce qu'il faut être objectif. Chaque joueur doit avoir sa chance. Alors moi, un de mes meilleurs moments de jeu, c'était il y a quelques mois avec des personnes âgées
voilà, dans un rendez-vous de personnes âgées, avec des auxiliaires de vie, et on avait l'habitude de jouer à un jeu, j'y vais assez régulièrement, et on avait l'habitude de jouer à un jeu qui s'appelle le pont de singe, un jeu de coopératif où on doit mettre des petites bûchettes sur un petit pont avec des élastiques, et poser ces petites bûchettes une par une et tout. Et c'est devenu un peu régulier qu'on jouait à ce jeu. Et ce qui était trop chouette à chaque fois, c'était qu'elles repoussaient toujours leurs limites. Et donc, c'était devenu genre allez, on essaie de faire un record. Alors, c'était hyper compliqué parce qu'il fallait pas trop déplacer le pont de singe, sinon tout tombait. Donc, à la fin, on a eu l'idée ensemble de monter le truc sur roulette pour pouvoir se le passer facilement. Et vraiment, ces moments-là, c'est du pur plaisir et pour tout le monde. Et voilà. Oui, alors moi, je te suis totalement sur ce que tu dis quand tu parles des jeux qui peuvent être un petit peu dévoyés, mis à toutes les sauces, plus trop savoir de quoi on parle. C'est Caillois qui parlait à ce propos-là de corruption des jeux, c'est-à-dire on part dans le jeu puis on se retrouve dans tout à fait autre chose. Et tu n'as pas donné dans tes exemples tout ce qui est jeux d'argent, les jeux de casino, les jeux de grattage. Est-ce que pour toi c'est vraiment... pourtant, historiquement, c'est un peu finalement de là que vient le jeu, parce que il y a énormément... aux époques anciennes, il y avait toujours, on jouait toujours pour de l'argent, pour un gain, etc. Est-ce que toi, tu mets ça dans plutôt une perversion du jeu, ou est-ce que ça te paraît légitime qu'on puisse jouer comme ça? Alors, ça c'est rigolo, parce que c'est une question que j'ai traitée il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'était pas du jeu. Parce qu'il y avait des conséquences sociales, parce qu'on pouvait perdre son vrai argent, parce qu'on pouvait avoir tout un tas de trucs derrière. Et j'ai discuté de ça avec Cédric Guéraud. Donc, Cédric Guéraud, c'est le directeur d'un des instituts de formation de ludothécaires en France. Et lui, il a un point de vue différent. Parce qu'il dit, si le jeu, c'est un choix, si les gens sont prêts à assumer les conséquences de leur choix dans le jeu, et ben du coup, peut-être que le jeu d'argent, c'est quand même un jeu. Et que finalement, le seul truc quand on joue, c'est d'être prêt à assumer les conséquences du jeu. La conséquence la plus simple pouvant être de perdre, ou de gagner et de se fâcher que l'ami qui a perdu. Mais ça peut être aussi ça. Et c'est vrai que du coup, il m'a fait gamberger là-dessus. J'ai un peu... Alors moi, c'est vrai que naturellement, j'aurais bien dit non. Et puis, il m'a fait un peu relativiser le truc. Et après, tout dépend, évidemment. C'est toujours la limite, comme les jeux vidéo, comme d'autres jeux. C'est jusqu'à quel point on passe dans une addiction qui va être néfaste pour la vie de tous les jours. Et jusqu'à quel point le fait... Enfin, moi, j'ai joué gamin au tarot ou à la belote en mettant un billet sur la table des dizaines et des dizaines de fois. Et c'était vraiment le côté jeu. Ça amusait le jeu, quoi. On disait beaucoup ça, qu'on amusait le jeu en mettant un petit enjeu en plus. Et du coup, voilà, je pense que c'est beaucoup une question de proportion. Si chacun joue dans la limite de ses moyens et qu'on joue et qu'il n'y a personne qui a de conséquences néfastes à assumer, qu'on a mis 10 €, 20 € pour une partie de poker comme on aurait été passer une soirée au ciné ou ailleurs, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va être après complètement dépendant et au casino craquer son salaire, puis celui du mois d'après, puis celui dans 2 semaines. Et puis donc voilà, je suis un petit peu nuancé sur le sujet en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au poker en se disant si on met pas d'argent, il n'y a pas d'enjeu, c'est pas stimulant, on risque rien. Après, soit on aborde le poker pour un jeu de cartes, de hasard, comme il est officiellement reconnu par l'État français, soit on l'aborde comme un jeu en décision de prise de risque, calcul de probabilité, part psychologique des joueurs qui sont à la table. Et si on l'aborde de ce côté-là, le côté financier, nécessaire pour certains, paraît complètement illusoire. C'est un cap à passer, et tout le plaisir qu'on peut avoir, on ne le tire pas d'avoir mis 2 €, 50 €, 150 €, 1000 € sur la table. On le tire de l'intérêt mental au calcul, à se mettre à la place des autres joueurs, à s'adapter à toutes les situations qu'on peut rencontrer. Et c'est un plaisir ludique aussi extraordinaire, mais c'est vrai que c'est un peu à part dans le monde ludique. Donc voilà, donc des petits moments que je voulais partager comme ça, parce que je trouve ça intéressant quand on pose la question de tout ce que nous fait le jeu. Alors c'est sûr qu'on pourrait rentrer dans une sorte d'inventaire comme ça, mobiliser la psychologie, tout un tas de trucs et lister tous les effets que le jeu peut potentiellement faire à chacune des personnes qui jouent. Mais voilà, c'est pas trop l'envie qu'on avait ce soir. L'envie qu'on avait ce soir, c'est plutôt de partager des petits moments un peu personnels, des petits récits de vie, des petites choses comme ça. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui,
à vous tous d'être venus. Merci à tous ceux qui ont participé en partageant des petits bouts d'histoire. Et puis voilà, maintenant, si ça vous dit, on va dire que c'est officiellement terminé, mais qu'on peut passer en mode discussion s'il y en a qui ont envie de poser des questions sur des choses ou d'autres qui ont été dites, ou d'échanger, ou de... Voilà, mais de manière tout à fait officielle, c'est clos, et maintenant, nous sommes entre nous, en off. Voilà, si ça vous va. Merci beaucoup.